Des millions de pneus ont sombré sous les vagues et un plan pour sauver l'océan a mal tourné. Des années plus tard, la vérité choquante est remontée des profondeurs. Voici l'histoire du récif Osborne, où de bonnes intentions ont pavé la voie à un cauchemar sous-marin. Au large de Fort Lauderdale, en Floride, une catastrophe environnementale a commencé à se dérouler sous la surface de l'océan. Ce qui était censé être une solution innovante à deux problèmes allait bientôt devenir une histoire d'avertissement qui durerait des décennies. Le rugissement des moteurs de bateaux brisa le calme des eaux cristallines alors que la première cargaison de pneus éclaboussait dans la mer. Le capitaine Mike Roberts se tenait sur le pont, le visage rayonnant de fierté en regardant son équipe déverser des centaines de vieux pneus de voiture dans l'océan. « Ça va être incroyable !» cria Mike par-dessus le bruit. « Nous construisons un foyer pour toutes sortes de poissons et de coraux. Attendez et vous verrez. » Mike ne savait pas que son projet bien intentionné allait bientôt se transformer en un cauchemar écologique, laissant un héritage qui prendrait des générations à résoudre. Mike et ses amis avaient conçu ce qu'ils croyaient être un plan brillant. Leur objectif était de créer un immense récif artificiel en utilisant des pneus jetés, résolvant ainsi deux problèmes à la fois, éliminer les déchets indésirables et créer de nouveaux habitats pour la vie marine. Le gouvernement, voyant le potentiel de l'idée, leur donna l'autorisation de procéder. Pendant des mois, un groupe de barges modifiées et de navires spéciaux transporta de lourdes cargaisons de pneus depuis le rivage jusqu'au site choisi. Des grues et des tapis roulants déplaçaient efficacement les pneus des points de collecte vers les bateaux en mer. Des plongeurs et des outils spéciaux plaçaient soigneusement les pneus sur le fond marin. Des machines sur le pont regroupaient des piles de pneus ensemble avec des cordes solides et des pinces métalliques, créant des structures qu'ils pensaient capables de résister aux courants océaniques. À la fin de cette opération difficile, ils avaient placé des millions de pneus au fond de la mer, couvrant une surface équivalente à celle de nombreux terrains de football. Cet effort massif dura des mois et nécessita beaucoup de coordination. Ils l'appelèrent fièrement le récif Osborne, plein d'espoir quant à son impact positif. Au début, les signes semblaient prometteurs, de petits poissons se faufilaient à travers les structures de pneus, et un film vert commença à recouvrir les surfaces en caoutchouc. Mike et son équipe étaient convaincus qu'ils avaient accompli quelque chose de remarquable pour l'écosystème marin. Cependant, au fil des années, une réalité inquiétante a émergé. La croissance attendue des coraux et la vie marine florissante ne se sont pas concrétisées comme prévu. Au lieu d'un jardin sous-marin vibrant, le récif Osborne ressemblait de plus en plus à un cimetière de pneus lugubres. La situation se détériorait à mesure que la puissance de l'océan se révélait plus grande que prévu. Les pinces métalliques retenant les pneus ensemble se corrodèrent et se brisèrent, tandis que les cordes qui les liaient en paquets s'affaiblirent et se cassèrent. Un an plus tard, une jeune fille nommée Jenna Martinez se promenait sur la plage avec sa famille lorsqu'elle aperçut quelque chose d'étrange dans le sable. C'était un pneu, tout abîmé et couvert de petites créatures marines. « Papa, regarde ça !» appela Jenna. Son père s'approcha, surpris de voir un pneu échoué sur le rivage. Il n'avait aucune idée que ce n'était que le début d'un problème beaucoup plus important. Au cours des années suivantes, de plus en plus de pneus commencèrent à apparaître sur les plages de Floride. Par certains jours, il était difficile de faire un pas sans trébucher sur un pneu. Les gens commencèrent à se demander d'où ils venaient tous. Pendant ce temps, sous l'eau, la situation devenait vraiment grave. Ces pneus desserrés étaient comme d'énormes boules de bowling en caoutchouc frappant de véritables récifs coralliens qui avaient mis des années à se former. Le fond marin, autrefois magnifique, se transformait en un dépotoir sous-marin. Lorsque des scientifiques plongèrent pour enquêter, ils n'en crurent pas leurs yeux. Un scientifique de l'université de Miami déclara que cela ressemblait à une zone de guerre. Les pneus étaient partout, empilés au fond, coincés entre les rochers, et même enroulés autour des pattes des tortues marines essayant de nager. L'endroit où ils avaient initialement déversé tous les pneus était le pire. Au lieu d'attirer de nombreux poissons et plantes, il était devenu une zone morte. Plus rien ne voulait y vivre. C'était juste une grande étendue de sable et de caoutchouc. Dès les premières années du millénaire,
Tout le monde savait qu'il fallait faire quelque chose, mais comment nettoyer des millions de pneus au fond de l'océan? Cela nécessiterait du temps, de l'argent et des idées ingénieuses. Une lueur d'espoir est apparue. Coastal America, un petit bureau fédéral, a accepté d'utiliser la récupération des pneus comme un exercice d'entraînement pour l'armée. Lors de leur première tentative, un plongeur et son équipe se sont mis au travail, récupérant environ 1000 pneus par jour. C'est comme essayer de nettoyer une décharge sous l'eau, commenta le plongeur, mais nous faisons des progrès, et chaque pneu que nous remontons est une menace de moins pour l'écosystème marin. Le travail était semé d'embûches, courants forts, visibilité limitée et risque d'enchevêtrement dans les débris. Pourtant, lentement, pneu après pneu, des progrès furent réalisés. Au fur et à mesure que les efforts de nettoyage se répandaient, ils attirèrent l'attention des groupes environnementaux et des citoyens préoccupés. Des magasins de plongée locaux organisèrent des week-ends de bénévolat où des plongeurs certifiés pouvaient aider à retirer les pneus sous la supervision de professionnels. Ces initiatives permirent aux plongeurs récréatifs de contribuer de manière significative au nettoyage. Les bénévoles étaient informés des protocoles de sécurité et équipés d'outils spéciaux pour détacher et soulever les pneus en toute sécurité. Travaillant en équipe, ils se concentraient sur l'enlèvement des pneus plus petits et plus maniables, laissant les plus gros ou ceux plus profondément ancrés aux plongeurs professionnels. Ces événements accélérèrent non seulement le processus de nettoyage, mais sensibilisèrent également la communauté à la conservation marine. De nombreux bénévoles ont déclaré avoir ressenti un sentiment d'accomplissement et de connexion avec l'océan après avoir participé à ces missions de nettoyage sous-marin, transformant une catastrophe écologique en un point de ralliement pour la gestion environnementale. Mais après des mois, il devint évident que les efforts des bénévoles à eux seuls ne suffiraient pas à résoudre le problème massif. Le département de la protection de l'environnement de la Floride intervint, allouant des fonds pour une opération de nettoyage professionnel. Une société de plongeurs industriels fut engagée pour la tâche, avec un délai estimé de plus de 2 ans pour achever les travaux. Leurs plongeurs, attachés à une barge, travaillaient sans relâche pour récupérer les pneus du fond de l'océan. C'est comme de l'archéologie sous-marine, a déclaré Maria González, plongeuse principale du projet. Nous découvrons les erreurs du passé, mais aussi à quel point la nature peut être résiliente. Dans certaines zones, ils trouvaient de nouvelles formes de vie en train de s'installer parmi les pneus. Les pneus récupérés étaient envoyés au port, où ils étaient transportés par camion pour être brûlés afin de produire de l'électricité. Cette méthode garantissait que les pneus, autrefois un danger environnemental, pouvaient au moins offrir un certain avantage en tant que source d'énergie. À mesure que les efforts de nettoyage prenaient de l'ampleur, le capitaine Mike Roberts, maintenant âgé, ne pouvait pas se défaire de la culpabilité qui le hantait depuis des décennies. Il était déterminé à réparer ses erreurs. Un jour, il s'approcha de l'équipe de nettoyage avec une offre inattendue. « Je connais ces eaux mieux que personne, » dit Mike, la voix tremblante d'émotion. « Laissez-moi vous aider à cartographier les zones les plus affectées. » Initialement sceptique, l'équipe décida de donner une chance au vieux capitaine. Les connaissances de Mike se révélèrent inestimables, les aidant à identifier des clusters de pneus cachés et des courants sous-marins dangereux. À mesure que l'information se propageait, l'opinion publique commença à changer. Autrefois condamné comme l'homme qui avait déversé les pneus, il était désormais vu comme un symbole de rédemption. Cependant, l'implication de Mike n'était pas sans controverse. Certains écologistes soutenaient que sa présence était un coup de publicité, détournant l'attention des véritables problèmes. Le débat faisait rage sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme #MikeRédemption et #TooLittleTooLate en tendance. Malgré les réactions partagées, Mike persévérait. Le tournant survint lors d'une expédition de cartographie de routine. Mike remarqua une formation inhabituelle sur le sonar. Lorsque les plongeurs vérifièrent, ils découvrirent une nouvelle colonie de coraux en train de croître parmi les pneus. Les scientifiques étaient stupéfaits. Cet écosystème leur donna des informations précieuses sur la façon dont les coraux s'adaptent. Cette découverte mena à une avancée majeure dans les techniques de restauration des coraux,
accélérant la récupération du récif. L'observation aiguë de Mike avait indirectement conduit à une avancée scientifique importante. Mike fut félicité pour ses efforts sur la plage. Tandis qu'il se tenait là, les larmes aux yeux, il regardait le camion de pneus partir pour le recyclage. « J'ai peut-être commencé ce désastre, dit-il, la voix étranglée par l'émotion, mais je suis reconnaissant d'avoir vécu assez longtemps pour voir cela réparer. Prenez soin de nos océans, les gens, ils sont plus résilients que nous le pensons, mais ils ont toujours besoin de notre aide. » À mesure que les travaux de nettoyage avançaient, les biologistes marins faisaient des découvertes étonnantes. Le docteur Elia Katz de l'Université de Floride découvrit que certaines espèces s'étaient adaptées à la vie parmi les pneus. Nous avons observé des comportements inhabituels chez certaines espèces de poissons, rapporta Teil. Certains ont développé des techniques de nourrissage spécialisées pour exploiter l'environnement unique créé par les pneus. Le nettoyage du récif Osborne devint une étude de cas en matière de réhabilitation environnementale, attirant des chercheurs et des défenseurs de l'environnement du monde entier. Une conférence internationale fut organisée à Fort Lauderdale pour discuter des leçons tirées du récif de pneus et des stratégies pour prévenir de futures catastrophes similaires. Des progrès significatifs avaient été réalisés. Davantage de pneus avaient été retirés du fond de l'océan. L'impact était perceptible, la qualité de l'eau s'était améliorée et la vie marine commençait à revenir dans des zones qui étaient restées stériles pendant des décennies. Cependant, des défis persistaient. Plus de 500 000 pneus étaient encore en place, beaucoup enterrés dans le sable ou recouverts de vie marine, les rendant difficiles et potentiellement dangereux à retirer. Les équipes de nettoyage devaient équilibrer le besoin de retrait avec le risque de causer davantage de dommages à l'écosystème en récupération. Un allié inattendu se joignit aux efforts de nettoyage. La milliardaire technologique et défenseur de l'environnement Elena Reeves entendit parler du projet du récif Osborne et y vit une occasion de tester de nouvelles technologies de nettoyage. Son entreprise, Ocean Tech Solutions, déploya une flotte de véhicules autonomes sous-marins, AUV, conçus pour aider les plongeurs humains à localiser et récupérer les pneus. Nous combinons des technologies de pointe avec l'expertise humaine, expliqua Reeves lors d'une conférence de presse. Nos AUV peuvent cartographier le fond marin et identifier les clusters de pneus, rendant ainsi le travail des plongeurs plus efficace et plus sûr. L'introduction de cette technologie accéléra considérablement les efforts de nettoyage. Après quelques mois, des centaines de milliers de pneus avaient été retirés du site du récif Osborne. La vie marine prospérait dans les zones nettoyées, avec de nouveaux coraux observés. L'histoire du récif de pneus sera longtemps mémorisée. Elle nous enseigne une leçon importante, même lorsque nous essayons de faire quelque chose de bien, nous pouvons parfois causer de gros problèmes si nous ne sommes pas prudents. Les scientifiques continuent de suivre l'évolution de la vie océanique. Certains types de poissons et de plantes reviennent rapidement, tandis que d'autres pourraient prendre de nombreuses années pour se rétablir. Le capitaine Mike Roberts, qui a aidé à déclencher tout cela, est maintenant un homme très âgé vivant dans une maison de retraite près de la plage. Il passe ses journées assis sur le balcon, regardant l'océan et réfléchissant à ce qui s'est passé il y a toutes ces années. Nous pensions vraiment faire quelque chose de bien pour l'océan, a-t-il récemment confié à un journaliste. Je suppose que cela montre qu'on ne peut pas toujours savoir comment la nature va réagir. Mais je suis fier de la manière dont tout le monde a travaillé ensemble pour réparer nos erreurs. Cela me donne de l'espoir que nous pourrons résoudre d'autres grands problèmes aussi. Que se passera-t-il dans les 50 prochaines années? Peut-être qu'un jour, l'endroit où se trouvait le vieux récif Osborne se transformera à nouveau en un monde sous-marin beau et vivant. Ou cela pourrait rester un musée sous-marin, nous rappelant de faire attention lorsque nous tentons de changer la nature. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un changer les pneus d'une voiture, pensez à où ces vieux pneus pourraient aller. Rappelez-vous la leçon du grand récif de pneus, parfois, même lorsque nous essayons d'aider, nous pouvons causer de gros problèmes. Que pensez-vous de cette histoire? Cela pourrait-il se reproduire? Comment pourrions-nous mieux protéger nos océans? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous,
Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires étonnantes sur notre merveilleux monde aquatique.